Et comme on est bien, comme on est entre mille, c'est chaleureux, est-ce qu'il y a déjà des questions? Est-ce que vous avez envie de poser des questions comme ça, tout de suite à chaud? Moi, j'ai des questions à vous poser. Vous permettez que je pose une ou deux questions? On est dans le Schwartz comme ça un peu, non? Moi, il y a un film, c'est un des meilleurs albums d'Astérix et Obélix. Je ne sais pas pourquoi, à votre avis, pourquoi c'est selon vous un des meilleurs films. Celui-là est considéré comme un des meilleurs albums. Alors, ça dépend par qui, parce que c'est pas celui qui s'est vu d'un point de vue de la popularité, peut-être c'est pas celui qui a été longtemps en premier, mais c'est certainement celui qui présente un scénario peut-être très moderne, probablement plus que par l'autre. Il est déjà découpé presque en 3 actes parce qu'il est moderne dans sa structure, parce que le début commence par le plan du méchant. C'est assez rare et assez porteur, mais bon, assez osé quand même. C'est-à-dire que c'est un parcours en dos où on sait tout de suite qui a le problème, qui est brillant aussi d'ailleurs. C'est vrai que c'est relativement rare, ça marche bien. Alors les gars, ça n'a pas été inventé cette année quand même. C'est tout pour moi, merci. Pardon, vous m'entendez bien? Oui. Donc, effectivement, le méchant expose son plan dès le début. Et en plus, même si on en a un petit peu rajouté dans le script, le village subit un péril presque fatal. Il manque à disparaître. Et ce n'est pas le cas dans tous les albums qui sont notamment plus chroniques, comme je sais pas, le Tour de Gaulle, l'Hispanie, des choses qui parlent où ils font un tour souvent, où ils font une exploration. Là, très clairement, il y a un projet très dangereux pour eux. Donc effectivement, ça fait partie des éléments qui nourrissent un grand film moderne, quoi. Et justement, si je peux vous arrêter. Oui, Alors justement, puisqu'on parle de péril, là on voit bien, ils sont à 2 doigts de perdre la bataille, nos pays gaulois. Non, mais oui, c'est vrai qu'on a, comme dit Alexandre, on a extrapolé. Après, c'est vrai que c'était un choix d'Alexandre d'adapter cet album en particulier. C'est vrai que c'est révélé intéressant parce que c'est des thèmes qu'on connaît aujourd'hui, c'est une sorte de modélisation des choses, il y a des thèmes écologiques qui sont dessus. Et c'est vrai qu'on a poussé beaucoup plus loin que la BD, qui se résume d'une manière un peu pas facile, mais en fait, bon, comme une BD, c'est-à-dire que ça ne va pas, il n'y a pas besoin de développer énormément le récit, et c'est vrai qu'on a poussé des choses beaucoup plus. Alors qu'est-ce que vous avez poussé? C'est pas forcément évident de se dire, il y a déjà une base et il faut des outils grand save. Comment vous avez fait ça? Un des trucs qui était possible, par exemple, pour pousser le danger sur les Gaulois, c'était d'immobiliser la Confion et Obélix. C'est-à-dire le druide et Obélix ficelés pendant un petit moment. Après, il y a une règle, parce qu'il y a des règles dans l'Astérix. C'est vrai que Uderzo l'a très clairement dit pendant le truc, c'est que ce qui compte, c'est que ce soit la potion qui sauve les Gaulois. Moi, j'avoue, pour vous dire, j'avais pensé à ce qu'ils s'en sortent sans, pour une fois. À la vraie, quoi. En fait, non, parce qu'effectivement, ça soupçonnerait que. Enfin, je sais pas. Ça voudrait peut-être dire que la potion ne sert pas assez à quelque chose, ou c'est pas vraiment ça qui fait qu'ils sont les derniers irréductibles gaulois. Donc, effectivement, la loi, c'est la loi. Donc, on a immobilisé Obélix, immobilisé la potion magique temporairement. On a poussé le danger jusqu'à
jusqu'à la dernière limite, les Gaulois sont presque en train de perdre, ils ont des pylônes ici, et hop, Obélix sort et il arrange. Mais ça, voilà, par exemple, c'est un peu plus poussé calme, notamment. Ouais, deux autres petites choses aussi qui sont un petit peu, alors je sais pas si tu peux pousser ou pas, mais c'est le côté émotionnel entre Obélix et l'enfant, par exemple, et puis dans le caractère d'Astérix aussi, mais je sais pas, peut-être c'est des petites choses, non, ou pas? Alors, Obélix et l'enfant, c'est vrai que c'est un peu là, dans l'album, parce que... Le caractère d'Astérix, c'est sûr que c'est très... comme c'est une icône, on a beaucoup de mal, et je pense que même les différentes adaptations, j'ai l'impression que le personnage d'Astérix n'est pas trop touché, parce que c'est un peu comme Mickey Mouse, ça devient des espèces d'icônes, et la tendance c'est qu'elles vont de plus en plus lisse. Moi en tout cas, et je pense qu'Alexandre c'était le cas, on a essayé à chaque fois de se dire on va essayer de le rendre, de pousser un peu dans cette travail. Et de fait, c'est quelqu'un qui veut le bien absolu, et en faisant le bien absolu, ça se plante, parce qu'il n'y arrive pas, et tout le village va être bientôt détruit à cause de sa bonne action, entre guillemets, et c'est ça qui était assez intéressant à développer sur le personnage. Voilà. Sachant que cet album-là, original, pas, mais Goscinny et Uderzo ont déjà dessiné Astérix, notamment dans Le Chaudron, si je ne m'abuse, quand il est obligé d'aller chercher du fric partout parce qu'il a perdu l'argent qu'il y avait dans le chaudron. Il est banni du village, donc on le voit pleurer. On le voit en larmes sur un bord de trottoir. Donc peut-être pas dans cet album-là, mais ils ont voulu le pousser, notamment, je ne sais pas si c'est ça dont vous parlez, mais quand il déprime un peu, ou quand il baisse les bras, ils l'ont déjà fait. Est-ce que vous avez des questions? Bonsoir, pardon. Je voulais avoir une petite question parce qu'on a retrouvé quand même une grosse bande d'acteurs qui ont joué dans les jeux, dans la série, et je voulais savoir comment on arrive à mixer l'ambiance d'avant avec les copains et un nouveau film pour que chacun ait bien son personnage. Alors, donc déjà, il y a une référence quand même, on entend des séparations, enfin voilà, il y en a qu'une dans le texte. Mais en fait, bon, c'était pas mes copains, les mecs de Kaamelott. Il faut bien se rendre compte que Kaamelott, c'est une galerie de 160, 170 personnages sur 6 saisons. Il y en a quelques-uns qui sont bien plus référents que d'autres, je suis d'accord, mais ils ne sont pas des potes. En revanche, c'est vrai que ce sont des références auditives pour moi. Et le problème, c'est que comme j'écris pour les acteurs qui vont le faire, on a eu des textes témoins, on a eu des voix témoins au début pour travailler, pour que puisse faire l'animateur premier, etc. Puis après, quand on a su qui étaient les vrais, que je réécrive pour eux. Il y a des gens qui sont pas dans Kaamelott, bien entendu, hein, il y en a plein. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de mixer dans un casting, même si j'aime pas ce mot-là, des gens envers qui j'ai une intimité de son, en tout cas de rythme, parce que du coup le fait de les connaître, ça fait que j'écris pile pour eux, et du coup c'est facile quand on regarde la tronche du personnage d'Astérix d'entendre quelqu'un. Et puis les gens comme Chabat, même si dans Kaamelott, enfin il a vu bien avant de le faire dans Kaamelott, et ne serait-ce que Carrel, c'est pareil, c'est aussi familier pour moi que le personnage de Kaamelott, parce que je l'ai entendu autant, voire plus. Ce qui compte pour moi, c'est de me retrouver en intimité avec des gens. Et alors, je tape dans les gens que je connais, et je tape toujours dans les gens que je ne connais pas aussi. Dans toutes les choses que je fais, je vais chercher des gens que je ne connaissais pas. Je vais au théâtre, je les chope sur Internet, je regarde un truc. Alors, je leur fais pas un truc majeur tout de suite quand on ne se connaît pas. Mais il y a toujours des gens, par exemple Damien Gillard, que j'ai rencontré sur Twitter, vous êtes des mecs d'Internet, je ne sais pas qui c'est Damien Gillard. C'est un mec qui, bref, c'est un Belge. J'ai chopé un autre gars qui avait chanté des trucs, un mec qui vient des Vocabécoles, de spectacle. C'est pareil, il a fait Assurance Touriste dans ce truc-là. Bon, j'essaie de faire une famille, quoi, une nouvelle famille avec des frais, des pas frais, des parents pas frais. Je parle de Kaamelott. Voilà. Il y avait une question là, justement. Comment vous êtes répartis les rôles à deux réalisateurs? Qui fait quoi? Pourquoi il y en a deux, etc. Alors, moi, j'ai rien branlé. Parce que ça me fatigue. C'est pas réparti les rôles. C'est ça le problème. Non. Dans l'ordre, parce qu'en fait, c'est surtout une histoire de personnalité.
le script est à peu près fixé, il y a surtout l'animatique. Voilà, alors, oui, c'est ça. L'animatique, je ne sais pas si vous savez exactement ce que c'est. En fait, c'est du storyboard, c'est des dessins d'après le scénario qui sont faits par des storyboarders. Et en fait, l'idée, c'est que l'animatique, c'est une sorte de film, c'est monté déjà avec du timing, déjà avec des voix témoins. On parlait de voix témoins tout à l'heure. Je mets même des musiques que j'emprunte à d'autres films pour se donner une idée du film. Et ça, c'est une base de travail qui est importante parce que en animation, c'est pas comme le film live avec les vrais acteurs, on ne filme pas 30 heures de film et puis à la fin, on va faire un montage. Il faut évidemment la seconde d'animation coûte très cher, donc il faut déjà sécuriser et avoir son film avant de le mettre en chantier, avant de le mettre en production. Donc ça, c'est un travail qu'on a fait tous les deux au début. Ça a un avantage aussi, c'est que l'histoire est quasiment liée depuis 2 ans. Et que depuis 2 ans, c'est quasiment de la production de films. Et c'est vrai qu'Alexandre a évidemment fait le scénario. On a eu quand même des petits échanges parce que le scénario, ça va pas tout seul aussi, c'est compliqué. Donc on fait des allers-retours. Il y a des choses qui marchent bien en animation, d'autres qui marchent moins bien. On essaie de voir aussi si le dosage entre des séquences qui étaient beaucoup dialoguées et ce qu'on n'avait pas trop d'action, pas trop de dialogue, c'était tout cet équilibre qui n'était pas évident à trouver. Et après, moi, je me suis un peu plus occupé de la mise en scène, mais toujours en connectant évidemment Alexandre qui a amené ses idées. Et puis Alexandre a fait beaucoup l'enregistrement des voix. Quand même, c'est pas mal sa partie. Et voilà, moi après j'ai géré tout le reste, sachant qu'en animation, on a aussi briefé les animateurs. Les animateurs, ils travaillaient d'après les voix. Alors c'est des vrais animateurs, c'est-à-dire que certes, ils avaient des acteurs en référence, mais qui étaient filmés pendant leur enregistrement audio. Mais c'est quand même des vrais animateurs. On n'est pas dans du motion capture. Enfin, c'est ça que je cherchais. Donc Alexandre et moi, on le fait en même temps. Sachant qu'il faut savoir que c'est un truc qui m'avait surpris au début, peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais quand on briefe une séquence, par exemple, vraiment une séquence qui a une unité de lieu et de temps, on a affaire en fait à beaucoup d'animateurs. C'est-à-dire que vous parlez à un type qui va aller jusqu'à ce que la main touche la poignée, mais quand la poignée va faire comme ça, c'est plus le même mec, c'est celui d'à côté qui fait ça. Et après, c'est un autre mec qui fait quand ils sont derrière la porte. Et après, c'est un autre mec qui fait le mec qui sourit. Il y a un spécialiste de la moustache et un spécialiste. Non, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui ont surdécoupé la tâche, parce qu'elle est colossale. Et du coup, c'est vrai que le brief des metteurs en scène est hyper important, parce que c'est la seule chose finalement, avec l'animatique et qui permet à ces gens-là de faire la même chose à beaucoup. De donner le même caractère aux choses et la même tension d'animation. En gros, c'est 350 personnes, c'est ça? Non, les chiffres, j'arrive pas trop parce que oui, en animateur, il y a eu 40 animateurs à peu près, je pense. Donc l'animateur, c'est lui qui vraiment fait bouger la marionnette. Mais avant, il y a eu ceux qui modélisaient des personnages, il y a énormément de postes. Aujourd'hui, je pense qu'en gros, en comptant tout, ça doit faire ça. Monsieur, voilà. Comment l'idée d'adapter un Astérix vous est venue? C'est un projet que vous aviez de longue date ou c'est M6 qui est venu vous chercher? C'est M6 qui est venu me chercher. Très clairement. Et mais ils sont venus. En fait, le gros truc entre. Là, je parle de. Ça se passe dans les sphères, hein, car le gros projet, c'était Astérix en 3D. C'était ça le truc. C'était comme ça qu'il fallait convaincre Uderzo et à travers Uderzo, les éditions, les ayants droit, les autres. C'était comme ça parce que c'est un budget colossal, bien plus grand qu'une animation d'idée. Donc c'est d'abord ça qui compte. Est-ce qu'il y a la possibilité de le faire? Est-ce que c'est le moment de se lancer? Est-ce que techniquement on peut le faire en France? Est-ce que sous quel budget en France? Voilà, les grandes lignes, c'est avant qu'on arrive, forcément. Et puis après ils sont venus voir pour adapter un album. J'ai pu choisir l'album. Voilà, mais moi c'est vraiment un projet qui est né dans les studios M6. Et pourquoi justement avoir choisi de faire une animation 3D et pas une animation plus proche du style de la BD? Parce qu'on n'est pas des ringards. Non, je pense que c'était une volonté aussi de. Il y en a eu des 2D. Hein. Ouais,
bah, le dernier, Les Vikings. Les Vikings, c'est un film qui était encore à l'animation traditionnelle. Encore une fois, c'est le projet. Voilà, avant d'arriver là, le projet dans les grandes lignes, c'est de faire notre Pixar, quoi. Voilà, Pixar, ils font pas de la 2D, donc déjà, non, très honnêtement, moi je viens du milieu, je viens de l'animation traditionnelle, hein, donc c'est un truc qui m'aurait aussi plu. Mais pour être très honnête, c'était l'objet, comme le dit Alexandre, c'était dès le départ de faire quelque chose en 3D. Et c'était pas pour. Alors, quand on parle 3D, c'est d'abord image de synthèse avant 3D. Donc en image de synthèse comme des Toy Story ou Nemo. Et en fait, c'est vrai que les personnages du Derazo s'y prennent. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu ça faisait sens pour moi quand on m'a dit qu'il y avait ce projet-là de le faire en image de synthèse parce que c'est un personnage qui construit en volume. Même s'il fait du crayon, ça reste des personnages construits. C'est un peu l'école Disney. C'est pas, par exemple, Johann Spar ou des mecs de BD comme ça qui ont une vraie patte, mais une animation en 3D là-dessus, ou même Ernest et Célestine, qui a été fait du coup en 2D. C'est des projets qui font sens parce que le style graphique est fort. Sur Astérix, il y avait vraiment cette école-là de Disney et d'autres, donc qui méritait le fait qu'on le passe facilement en image de synthèse. C'est pour ça qu'on l'a fait. Et puis après, l'image de synthèse, mine de rien, permet des trucs. La séquence que vous avez vue de sanglier, ce genre de séquences qui sont un peu actives, ça, en animation traditionnelle, c'est une année à faire, ça serait compliqué pour un résultat moindre. Voilà. Est-ce que vous êtes prêts pour une suite et quel pays J'avais dit qu'on ne fasse pas rentrer cette personne. Il y a deux questions en une en plus là. Ouais, moi je suis prêt pour une suite, à condition que ce soit avec celui-là. Et moi je suis prêt. Et puis je pense que si jamais le projet se présentait, ce qui n'est pas le cas, j'essaierai de proposer un scénario original. Mais de rien. Le film sort en 3D, ce soir on l'a eu en 2D, est-ce que c'est votre choix et est-ce que vous avez une version préférée? Effectivement, le relief est tellement pourrave qu'on l'a pas vu. Il a l'œil, hein. Ah, il est bon. Non, alors, on bosse encore un petit peu et il s'avère que la version 3D n'est pas encore tout à fait finie. Relief, pardon. 3D relief avec les poules. Je la vérifie mercredi matin au Grand Rex. Mais non, ce n'est pas un choix et comme on est politiquement correct, nous adorons les deux versions. Non, mais sachant que c'est un peu compliqué comme question, parce que le relief, de toute façon, doit cohabiter avec le 2D. Parce que chez les gens, de toute façon, à moins que les 0,2% qui sont équipés de lunettes chez eux ne s'y mettent, on est d'accord qu'un film doit marcher en 2D avant tout. Le relief, pour moi, qui l'ai vu en relief, et je le dis d'autant plus sincèrement que j'ai 5 enfants et que je me suis tapé tous les derniers films ces dernières années, tous, les mauvais et les bons, et qu'au bout d'un moment, je sais que le relief a fini par me fatiguer. Et mes enfants aussi. C'est-à-dire que déjà, c'est moins lumineux souvent, il y a un peu de gris, etc. Et au bout d'un moment, c'est vrai qu'on a envie de ne pas avoir un truc sur le nez, d'être un peu comme ça. Mais sans langue de poids aucune, le bonus qui est rajouté sur ce film-là en relief, que vous avez peut-être deviné sans le voir, il y a pas mal de surgissements et des choses un peu qui sont calculées pour ça, et d'une manière générale, le relief qu'il y a dans ces forêts, la gestion des flous, des feuilles et des choses comme ça, et tout ce qui est architectural, dans les proportions, les perspectives que propose le domaine de Dieu lui-même, par exemple, c'est vraiment pour le coup, c'est un film que je suis content, mes enfants viennent me voir dimanche, je suis content qu'ils me voient avec des lunettes, parce que si vous étiez venu dimanche, je l'aurais vu. Se frotter
monument-là pas plus dur à traiter parce que c'est iconique. En fait, ce qui serait bien dur, c'est de faire l'adaptation d'un... Pardon, quoi. C'est ça qui est dur. Essayer de déceler dans un script 3 actes, une construction, des enjeux, des ordines, des choses dont on a besoin pour faire des grands films. Se frotter à Goscinny, dans un premier temps, ce que ça veut dire se mettre sur une base déjà hyper solide, fantastiquement solide, hyper moderne, qui contient en germe tous les thèmes dont on a besoin pour faire un grand film, avec une jolie langue en plus de ça. Donc comme bien ça, c'est vrai que je me suis lâché un peu là-dessus, et donc se frotter à Goscinny, outre la timidité que ça inspire dans un premier temps, c'est aussi l'assurance de bosser sur une œuvre qui est déjà belle, quoi. Après, le risque, c'est de la lier. Ce sera peut-être l'avis de certains, mais bon, justement, l'œuvre date de 1971, c'est il y a un certain temps. Qu'est-ce qu'elle a d'actuel? Qu'est-ce qu'elle a de neuf? Ce que disait un peu tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des thèmes bizarrement qui croisent un peu le prérogatif de maintenant, certaines notions d'écologie, d'étouffement de la ville, qu'on sent dans les arènes, surpopulation, le grand air, la campagne, l'urbanisation, les valeurs telluriques que représente la forêt, qui est un personnage à part entière en fait. On sent bien que si la forêt disparaît, les Gaulois aussi. Donc ça, bon, c'est d'actualité. En termes de structure, pour être un petit peu plus technique scénaristiquement, ce qu'on disait tout à l'heure, il y a une structure déjà fabriquée un peu en 3 actes, qui est très moderne, qui est très cinéma, avec un 3e acte très explosif, avec un climax vraiment placé comme on le fait dans les 80 minutes chez Fessard ou chez Grimoire. Vraiment, quoi, il y a un truc un peu ricain même. Un truc un peu ricain dans la structure. Si ce n'est qu'une, je ne sais pas si c'est une bonne structure forcément un peu, mais en tout cas chez Pixar, ils savent faire, ils ont toujours su faire ça. Oui, qui a travaillé chez Pixar. Tu t'y trouves aussi? Oui, alors après, j'étais un animateur, donc c'est vrai qu'un animateur a déjà une histoire et doit travailler sur le plan qui a déjà été avancé. Mais oui, c'est vrai que là-bas, ils disent toujours, mais c'est vrai que c'est pour ça qu'on a vraiment fait attention à ça, de ne pas démarrer quand on n'avait pas une histoire qui nous convenait et une animatique qui nous convenait. Là-bas, ils disent toujours story is key, une sorte de semaine en vol. Mais c'est vrai, en fait, c'est-à-dire qu'ils ont l'information de faire, c'est-à-dire que l'histoire est le roi, et c'est vraiment l'histoire qui a guidé toute production cinématographique chez eux. Après, on peut se dire que quand ils font un quart d'eux, je ne sais pas si c'est tellement l'histoire qui guide la logique des productions, mais quand même, il y a cette idée-là que l'histoire vraiment est importante. Et là, ils ont une vingtaine de scénaristes, ils font appel à des 10 heures par semaine. Enfin, c'est un vrai travail, de famille, et après, c'est chouette. Mais ça n'empêche pas de par moment passer à côté, et puis par moment, en étant moins de scénaristes, on a aussi un peu mieux. Il n'y a pas d'école forcément là-dessus. Est-ce que vous avez suivi le son du À la lettre, non, parce que je ne suis plus à la lettre depuis longtemps, mais selon ses propres conseils, il ne faut jamais suivre ces choses-là à la lettre, bien sûr. Mais concernant Vogler, peut-être de manière plus fondamentale, Campbell, dont il s'inspire, c'est un peu ça dont je parle quand je dis que Goscinny, peut-être sans, évidemment, même sans connaître ces trucs-là, a eu l'instinct, en tout cas sur ce domaine des dieux, quelque chose de remarquablement et surprenamment récent, moderne, si ce n'est que Campbell se réfère à Aristote, donc il n'y a rien de récent là-dedans, hein, de vouloir raconter une histoire en 3 actes. Mais en tout cas, ce dont parle Vogler est très important dans l'héritage, notamment les morceaux à construire. Et puis on a travaillé aussi avec un script docteur qui s'appelle, je confonds ZLB, Lazebnik, qui a collaboré à Shrek, qui m'expliquait, mais en tout cas qui a une autre technique que je trouve encore plus chouette pour les 80 minutes, qui est la
cinquième, notamment, plus classiquement dans les films américains, c'est celle qui suit, donc exactement la moitié du film, qui est l'ordile, là où le héros tombe, en gros. Et ce qui suit, généralement, c'est là où il y a soit il y a une romance, soit une espèce de tristesse mise en musique, comme ça, un peu où le monde redémarre un peu avant d'attaquer la deuxième partie du film. Comme ça, voilà, la 1, la 2, la 6, la 4, on peut même les travailler un peu séparément, et sans suivre ça à la lettre, on peut injecter dans ces parties des trucs en se référant à une tradition. Donc voilà, sachant que bon, après il faut en sortir évidemment, il faut nager là-dedans. Donc la technique américaine entre guillemets, dont celle de Vogler, celle de la Zednik et même celle de Pixar, parce qu'ils ont diffusé, je ne sais pas si vous avez vu, de temps en temps les 22 points de Pixar, c'est hyper intéressant. Pareil, il ne faut rien faire à la lettre, mais c'est une bonne inspiration de temps en temps. En gros, oui, cette ambiance-là. Comment vous avez choisi en fait au niveau du casting des voix? Comment vous avez eu l'idée par exemple de Laurent Lafitte pour les Slaves? Parce que ça ne vient pas tout de suite à l'esprit. Florence Foresti pour Mimi, Laurent Bush. Comment vous les avez choisis, eux qui vraiment? C'est compliqué. Ça. Alors, pour en citer quelques-uns, Chabat par exemple, moi j'avais très envie qu'il vienne et j'avais pas envie que ce soit une référence à Mission Cléopâtre. Je ne voulais pas qu'il fasse César. D'autant plus que Morier-Genoux, alors que j'avais déjà fait travailler, mais que. Morier-Genoux, je joue le père de Bord dans Camelot 6. Le truc, c'est que c'est un mec qui jouait avec ma mère quand j'avais 3 ans. Donc en fait, c'est un mec que je voyais sur scène quand j'étais vraiment comme ça. Donc c'est une référence vocale pour moi, et pour moi, César, c'était vraiment une idée. D'ailleurs, ensuite, donc Chabat, et je voulais le faire venir, mais dans un contre-emploi, on pourrait dire, donc on fait le spectus. En ce qui concerne Lafitte, un truc qui est un peu rajouté par-dessus l'album, c'est des espèces de verbes super chiants et très fournis de ce Julie Mesquena, qui a tendance à analyser un peu tout ce qui se passe et à tout passer par le prisme. Voilà. Et je me suis dit, il faut un mec qui a une belle diction et qui est capable de jouer le mec qui aime bien s'entendre parler. Franchement, le perso, il a un peu dessiné autour, c'est un genre de Chirac. Il est très satisfait de ce qu'il dit, quoi. Voilà. D'ailleurs, on lui a balancé la référence de Chirac à Lafitte en studio. On essaye de le chiraciser. Vous voyez très bien ce que c'était, parce que généralement, quand on disait ça, c'était la bonne, on regardait. Donc voilà, bonne mine. Moi, je voulais travailler avec Florence, c'était une bonne idée, mais c'était pas un gros rôle, donc c'est vrai que voilà. Nakash, j'ai déjà travaillé avec. Voilà, notre regretté Artus de Wenger, à qui on avait pensé, de toute façon, on devait travailler avec lui. Donc, bah, il nous a quitté juste après son enregistrement, malheureusement. Mais il a fait Tinnitus super, mais je saurais pas quoi vous dire, c'est un peu à l'instinct, c'est pas trop formulé. On aime beaucoup les Géchiens avec Louis, c'est vrai. Et du coup, il y a Morel. Morel qui est bien pote avec mon père, et un jour mon père s'est dit, écoute, si jamais un jour tu veux nous écrire un truc à Morel et à moi, on est preneurs. Je dis, les gars, je sais pas, c'est un peu compliqué.